démarrer, puisque nos trois intervenants sont là. J'excuse Nina Karam, qui aurait dû participer au débat, mais qui est aussi organisatrice du festival et qui est malheureusement prise sur d'autres problématiques d'orgas. Voilà. Donc bonjour à tous et à toutes. Nous allons initier donc ce débat qui est une carte blanche de chronique. Alors pour ceux et celles qui ne le savent pas, Chronique, c'est un collectif d'intellectuels, de chercheurs, d'universitaires de gauche et qui initie des débats, permet de s'exprimer par le biais de tribunes, d'éditos ou sur les médias, dont l'un des fondateurs est avec moi, puisqu'il s'agit de Bélir Nabli, dont je fais partie. Et je précise bien que Roberto et Romero et Léna Lavinas sont invités et à participer à ce débat à ce titre-là. Donc un débat sur les révoltes à travers le monde, un monde au bord de l'explosion, au cours duquel nous allons donc évoquer ce qui se passe au Chili, ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe aussi en Irak, en Algérie, au Liban. Peut-être rappeler que ce monde en ébullition, il ne date pas d'aujourd'hui. Les révoltes arabes, c'était en 2011. Cette même année a vu la naissance d'un mouvement social authentique en Espagne, El Quince de Mayo, qui a donné jour à Podemos et qui a initié d'autres mouvements en Italie, en Grèce ou aux États-Unis. Et on a le sentiment, quelque part, qu'il y a un grand mouvement de contestation contre l'ordre néolibéral, contre des systèmes autoritaires, avec certes des ressorts qui sont très locaux, mais malgré tout des similitudes en termes de revendications. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, dans les réponses que la question de la dignité était au centre des revendications, et c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi bien dans les révoltes contre l'ordre économique, aussi bien que contre les régimes autoritaires. Pour parler de ça, nous avons donc la chance d'avoir avec nous Léna Lavinas, qui est professeur à Rio de Janeiro, au Brésil, professeur d'économie et aussi chercheuse. Nous avons aussi Roberto Romero, ancien vice-président de la région Île-de-France en charge de la coopération internationale et professeur de géopolitique à Paris 8. Et Bélir Nabli, professeur de droit et chercheur également, et auteur d'une géopolitique du Moyen-Orient et d'une géopolitique de la Méditerranée. Donc, je vais laisser la parole au public, considérant que peut-être que le public lui-même a été peut-être gilet jaune, peut-être contestataire, peut-être partie prenante de ces mouvements sociaux ou de ces révoltes qui ont aussi une traduction en France, puisqu'on peut considérer que les gilets jaunes participent de ce mouvement global de contestation. Voilà. Donc la parole est au public. Je ne sais pas s'il y a une première série de questions qui permettra d'initier le débat. Voilà. Allô, allô ? Oui. Alors attendez. Comment fait-on ? Vous pouvez déverrouiller le... Alors, s'il y a des questions, vous pouvez tous soit vous exprimer dans le chat, soit lever la main et William vous donnera la parole. William, il y a Michael qui lève la main, si tu veux lui donner la parole. Je crois que Michael veut lever la main. Il faut lui l'autoriser à mettre son micro. Voilà, allez-y. Bonjour, on ne vous entend pas. Hop. Là, le micro est activé normalement. Vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez ? Ok, super. Bon, je pensais pas être le premier, entre guillemets, à intervenir parmi le public. Du coup, bon, c'est pas que ça me gêne, mais bon. En tout cas, la question, si on peut appeler ça une question, mais en tout cas, enfin oui, ce que je voulais soulever, c'est que en France, tout du moins, j'ai l'impression que les soulèvements, ils viennent de loin. Les soulèvements, je ne vais pas dire unitaires, mais en tout cas d'univers a priori pas forcément proches. Je dis ça parce que, enfin, moi, ça me fait remonter à 2005. Il y avait eu la révolte des banlieues, et 3-4 mois plus tard, il y avait eu le CPE. Et je me souviens que le sociologue François Dubé avait vu finalement
la mobilisation contre les CPE comme une réplique des révoltes de banlieue, mais appliquée là un peu plus aux classes moyennes, jeunes classes moyennes. Et bon, alors après, bon, il y a eu pas mal d'années qui sont passées, mais ensuite, moi, il y a d'autres dates qui me reviennent en tête. C'est 2016 notamment, la loi travail, mobilisation contre la loi travail, Nuit debout. Pour ma part, hein, moi, mes premiers engagements sur la sphère publique, entre guillemets, se sont révélés là. À l'occasion de Nuit debout, il y avait un truc vraiment en mon fort intérieur. Et puis, plus récemment, il y a eu les Gilets jaunes et la marche aussi, enfin les marches de la jeunesse pour faire quelque chose face au changement climatique. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de choses, enfin il y a plein de mobilisations qui semblent s'exercer dans des univers très différents, mais j'ai l'impression que ça répond de plus en plus à ce que j'ai tendance à appeler des nouvelles questions sociales du 21e siècle. Auparavant, la question sociale, c'était avec l'émergence d'une nouvelle classe ouvrière, qu'est-ce qu'on fait il y a, avec l'affaiblissement des solidarités familiales, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Et maintenant, j'ai l'impression que ce qui revient plus dans ces nouvelles questions sociales, c'est la question de la dignité. Alors la dignité, du coup, c'est pas seulement la rémunération, mais c'est aussi les salaires, la reconnaissance et le respect, et conjuguer donc ces dignités avec les enjeux liés au changement climatique. Parce que les victimes de dignité, c'est aussi les victimes du changement climatique. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne vais pas parler plus longtemps parce que y a la petite qui sursaute. Voilà, merci à vous. Merci pour cette première question qui élargit le débat sur des mouvements qui effectivement participent des révoltes en question. Peut-être une autre intervention dans le public. Vous pouvez aussi vous exprimer sur le chat si vous ne souhaitez pas prendre la parole directement. Bon, écoutez, on va faire réagir nos intervenants. Peut-être Madame Lavinas, pour démarrer. On ne vous entend pas. Voilà. Bon, là, vous m'entendez. Bonjour, je suis ravie d'être là avec les collègues, avec vous, avec Michael, tous les gens du Festival des idées où j'étais l'année dernière. Je pense que c'est vraiment bien qu'on puisse commencer par répondre aux questions qui sont posées au lieu d'orienter le débat. Et donc, pour revenir à ce qu'a dit Michael, je pense qu'en effet, ça fait longtemps qu'on a, n'est-ce pas, des soulèvements qui s'organisent, qui se manifestent de par le monde. C'est vrai aussi en Amérique latine, une région qui a été extrêmement touchée, n'est-ce pas, par cet ordre néolibéral dès les années 70, comme on sait avec le coup d'État au Chili, pas seulement. Et c'est aussi une région où on a eu plein d'espoir pendant les années 2000, n'est-ce pas, avec ce qu'on a appelé la mouvance rose, avec des partis progressistes de centre-gauche. Et finalement, à nouveau, on vit une période de radicalisation, cette fois-ci, avec des gouvernements autoritaires qui ont été élus démocratiquement, ce qui est quand même la grande nouveauté, n'est-ce pas, avec ces dérives autoritaires qui remettent en cause aussi les mouvements sociaux. Et donc, quand on parle de révolte, je pense qu'il faut parler de deux autres dimensions qui viennent conjuguer avec la révolte, Michael. C'est la répression et la résistance. Et donc, on est en train d'assister aussi à une augmentation de la répression partout, notamment en Amérique latine. On sait que l'Amérique latine est la région la plus touchée en ce qui concerne, par exemple, les assassinats des défenseurs de l'environnement, n'est-ce pas? Il y a un nombre croissant de par le monde, en Philippines aussi, même en Roumanie, mais notamment en Amérique latine, en Colombie, au Mexique, au Brésil, parce que nous sommes tous des pays encore extractivistes, n'est-ce pas? Et donc, il y a quand même une grande agression, une grande déstabilisation de toute cette population, les peuples amérindiens et toutes les personnes qui défendent l'environnement. Comment faire dans la mesure où les grands projets miniers, n'est-ce pas, l'agro-business, etc., viennent dans nos régions et c'est ça qui permet une certaine insertion de nos régions dans l'économie mondiale. Donc ça c'est un grand problème qui n'est pas résolu depuis le XVIe siècle, pour dire brièvement. Donc, il y a un problème de la globalisation qui fait que ça aggrave aussi
cette radicalisation, que ça aggrave aussi ces conflits qui mènent à des manifestations. Et je pense qu'il y a non seulement les marches de la jeunesse qui sont importantes à ce sujet, mais il y a toute la réaction, tous les printemps féministes qui aussi sont très forts en Amérique latine. Et il y a toute cette lutte pour la dignité en ce qui concerne la reprise, n'est-ce pas, l'agencement de son propre corps, le droit de décider sur ce qu'on veut sur notre corps. Donc, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui se met en place en Amérique latine qui est très particulier. C'est la lutte pour le territoire, et le territoire est aussi le corps. Donc, je pense que la dignité est au centre de ces luttes, mais pas uniquement, parce qu'avec la répression, n'est-ce pas, et avec toutes les formes de résistance nouvelles qui se mettent en place, il y a un prix à payer, et le prix à payer en Amérique latine est l'augmentation de la criminalisation des mouvements sociaux, avec des nouvelles lois qui se mettent en place, qui ont même commencé encore sous des régimes disons, de gauche, comme c'était le cas du Parti des travailleurs au gouvernement. On a passé des lois antiterroristes un peu partout, donc qui criminalisent les mouvements sociaux. En même temps, il y a une augmentation du nombre de morts. La part de l'État dans la répression est croissante aussi. Donc, je pense qu'il faut, quand on parle de révolte, il faut savoir que le prix à payer a augmenté pour essayer de résister et pour essayer de faire valoir le projet d'un monde nouveau, d'un monde où l'égalité est présente, mais comme dit Michael et comme a dit William, où la dignité, n'est-ce pas, où le respect de soi est garanti. Et ça, pour les femmes, c'est le respect de son corps, de son choix, et cela n'a pas encore été acquis dans la plupart de nos régions. Je pense que vous avez entendu récemment ce qui s'est passé avec cette fillette au Brésil de 10 ans qui a subi pendant des années, n'est-ce pas, le viol de la part de son oncle. Et au moment où la loi, le code pénal au Brésil qui permet qu'elle puisse subir, n'est-ce pas, un avortement légal, parce que l'avortement est illégal au Brésil, si ce n'est qu'en cas que dans certaines conditions, et le viol est une de ces conditions-là, il y a eu une grande mobilisation des secteurs d'extrême droite, de droite, liés au fondamentalisme religieux, les catholiques et les évangélistes, pas seulement les évangélistes, parce que l'Église catholique s'est manifestée contre son droit d'avorter, alors que c'est prévu par la loi. Une fillette de 10 ans, l'Église catholique et les évangélistes voulaient qu'elle garde le bébé. Et n'est-ce pas, ça a permis une réaction très, disons, positive de la société pour ce qui est le cas de cette fillette. Mais il faut savoir que tous les jours, il y a au moins 4 enfants de moins de 14 ans qui sont violés au Brésil. Et pour ça, on n'a pas encore réussi à remettre dans l'ordre du jour le débat sur la dignité des femmes, la dignité des enfants en ce qui concerne les violences sexuelles et sexistes qui sont subies tous les jours. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Je retiens ce lien entre les révoltes et la mondialisation. Je passe la parole à Roberto Romero pour donner d'autres éléments de réponse. Oui, merci William. Merci Léna, parce que je crois que vous avez donné des éléments sur l'Amérique latine qui sont très parlants, très réels. Alors, Michael, par rapport à l'analyse que vous faites, je ne peux aller que dans votre sens et je vais peut-être essayer d'étayer un peu les éléments avec un objectif qui est celui, bien entendu, ce sera schématique, on n'a pas quelques heures devant nous, d'essayer d'unifier les débats et les combats que l'on peut avoir en posant l'analyse que vous avez faite. Effectivement, vous remontez à 2005 en France avec la révolte des banlieues. Et dans l'ensemble de ce paysage, il faut voir les tendances globales et générales du système économique mondial. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation dans laquelle le libéralisme génère, alors, dans le monde, en Amérique latine aussi, mais également en Europe, en Afrique ou ailleurs, une tendance importante qui est, l'appauvrissement généralisé des classes moyennes et populaires. En même temps, la concentration des richesses et donc le creusement des inégalités de manière flagrante et aujourd'hui extrêmement documentée. Et en même temps, on a de ce point de vue-là toute une partie, je dirais, de la population qui
ne parvient plus, même avec un cadre normal, habituel de salaire, n'arrive plus à vivre dignement. Et ce que l'on a vécu en France avec les Gilets jaunes, l'Amérique latine le vit depuis un certain nombre d'années. La particularité ou la singularité européenne, c'est qu'on a encore un cadre étatique qui est relativement fort et des amortisseurs sociaux qui permettent à un moment donné encore d'amortir cela. En Amérique latine, cette réalité est beaucoup moins développée, malheureusement. Alors, dans ce cadre-là, moi, j'aurais rajouté à la liste que vous avez indiquée quelques éléments qui sont encore plus récents et qui, à mon avis, permettent, qui participent en tout cas à la mondialisation des luttes et des révoltes. C'est ce qui s'est passé avec l'affaire George Floyd aux États-Unis. Parce que l'affaire George Floyd, elle a touché en France à travers les marches pour le mouvement Black Lives Matter, mais également à travers le monde. C'est-à-dire que, par exemple, au Chili, les populations qui se sont revendiquées de ce mouvement-là ne sont pas les populations noires, qui sont assez marginales au Chili, mais ce sont les populations indigènes mapuches qui se sont emparées de cet élément-là pour faire valoir leurs droits. Ce sont les populations autochtones, les populations qui sont placées en fait dans un état de colonisation depuis, comme le disait tout à l'heure Léna, depuis le 15e ou 16e siècle. Et quand je parle de la question des... le deuxième élément que je voulais indiquer, c'est aussi tout ce processus de déboulonnement des statuts coloniales qui sont vécus parfois en France, hein, puisque ça a eu lieu sur un certain nombre de départements d'outre-mer, mais ça a lieu aussi dans un certain nombre d'autres pays à travers le monde. Et je crois qu'en Amérique latine, il y a aussi une prise de conscience de cette dimension de la colonisation et de la malveillance de la colonisation qui, à travers, cette fois-ci, pas seulement à travers la traite esclavagiste, pas seulement à travers les éléments économiques, ont, à travers peut-être une colonisation qui serait pas seulement physique et culturelle, mais aussi technocratique, continue à avoir la mainmise sur un certain nombre de territoires latino-américains. Ce que disait tout à l'heure Léna Lavinas sur la question des droits et des libertés individuelles qui se restreint. On a au Brésil, et Léna me dira, je parle sous son contrôle, on a globalement une judiciarisation de la vie politique. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec la situation qu'a vécu Lula, sans la possibilité de pouvoir se présenter, et avec une incarcération qui semble aujourd'hui totalement manipulée et en dehors du droit, ça a été une manière d'intervenir de la part des juges sur la vie politique directement pour empêcher l'expression d'un certain nombre de positions publiques. Et enfin, et c'est là où je veux en venir, c'est que l'ensemble de ces mouvements, que ce soit des printemps arabes, que ce soit la révolte des banlieues en 2005, convergent vers cette question de la dignité. Et l'élément, j'aime bien dire que ça la converge et qu'on doit essayer justement de faire porter cet élément-là parce qu'il recoupe, comme le disait Léna, la question du droit, du corps, etc., du droit des femmes, mais également la question salariale, la question de comment est-ce que je fais si je travaille et que je ne peux pas vivre dignement, ça pose un problème. Et ce n'est pas pour rien que dans le pays qui est peut-être symboliquement le berceau du libéralisme, du laboratoire du libéralisme latino-américain, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui est le Chili, les révoltes qui existent depuis octobre 2019 et qui n'ont pas cessé, et elles ont recommencé depuis 48 heures parce qu'il y a eu le confinement qui a mis un couvercle sur une cocotte minute qui est absolument en train de bouillir. Tout l'ensemble de la question du néolibéralisme, du modèle d'ailleurs néolibéral avec la question des retraites, la question des soins, parce qu'aujourd'hui la question du Covid touche
forcément plus fortement les systèmes et les sociétés qui sont fragiles du point de vue du système de santé, et le Chili, bien entendu, en fait partie, bien qu'il soit toujours présenté du point de vue macroéconomique comme un des pays florissants d'Amérique latine. La situation est extrêmement grave du point de vue sanitaire. Donc ce n'est pas pour rien que la place qui a été la place centrale de Santiago, symbolique en fait entre la rupture entre les classes populaires et la classe sociale la plus élevée, la place Baquedano, a été surnommée place de la dignité. C'est bien parce qu'il y a cette question-là qui est centrale et qui recouvre, parce que nous, fut un temps, on a pu appeler la lutte des classes tout simplement. Aujourd'hui, elle recoupe un nouveau vocabulaire peut-être qui sera utile, parce qu'il contient également les questions environnementales et écologiques dans son intérieur, parce que je n'ai pas parlé de l'ensemble des questions territoriales et des grandes multinationales, comme l'a souligné Léna. Je pense que c'est peut-être un vocable qui permettra la conjonction des luttes, qui va par les banlieues, les gilets jaunes, et également les questions de reconnaissance des droits d'un certain nombre de minorités. Merci. Merci Roberto. Bélir, quelques éléments de réponse également. Tu déverrouilles ton micro. Voilà. Oui, alors d'emblée, le mot-clé qui se dégage de nos échanges est véritablement celui de la dignité, et pour cause. C'est celui qui incarne le mieux finalement la source des mobilisations. Et en même temps, c'est intéressant parce que c'est une notion qui relève plus de la métaphysique de l'existentialisme que du matérialisme marxiste. Je dis ça pour rebondir un peu sur ce qui a été dit par Roberto Romero sur le glissement d'une lecture fondée sur la lutte des classes à ce à quoi on assiste. Et effectivement, il y a une dimension immatérielle, c'est-à-dire qu'au-delà des revendications classiques d'ordre économique et social, il y a aussi quelque chose qui relève de sa perception du monde et de la perception de soi dans notre monde, qui a permis à des masses de se mobiliser et de revendiquer un changement de cet état des choses et remise en cause de l'ordre établi. Et cette notion de dignité, elle est née précisément, finalement, dans la séquence qui est la nôtre, dans le mouvement, soulèvement des populations arabes à la fin de l'année 2010. C'est donc une séquence relativement longue. Elle va avoir près de 10 ans. Elle mérite donc une vraie réflexion qui n'a toujours pas véritablement, qui n'est pas encore cristallisé autour d'une réflexion systémique, parce qu'au départ, on pensait qu'il s'agissait d'un mouvement propre au monde arabe. Or, avec le recul, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose qui dépasse les frontières même du monde arabe, et en ce sens où précisément la notion de dignité a mobilisé les populations en 2010-2011, et elle demeure d'actualité, elle n'est jamais sortie de l'agenda international, pas au sens interétatique, mais au sens de la société mondiale. La question de la dignité de la personne humaine s'est imposée grâce aux sociétés civiles à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. En même temps, lorsqu'on remonte donc à l'année 2010, ce qui est aussi intéressant en disant oui, ça fait quand même 10 ans, c'est une séquence d'une décennie, il ne s'agit pas là de souligner l'échec, notamment des expériences nationales dans le monde arabe, mis à part le cas tunisien sur lequel je pourrais revenir, mais en réalité, ou au contraire, pour souligner finalement que ce à quoi on assiste, ce sont des processus qui doivent s'entendre et se concevoir dans un temps long, un temps qui donc nous amène à considérer que l'analyse n'est pas terminée, les conclusions ne doivent pas encore être tirées. On ne sait pas ce que la situation, les situations nationales vont donner concrètement au cas par cas. On est encore dans une phase de transition en réalité. Je sais qu'a priori 10 ans c'est beaucoup,
Mais en fait, 10 ans, si on fait une analogie avec l'expérience révolutionnaire américaine ou française, 10 ans, 10 ans après 1789, on est aux portes de l'Empire. Donc, on s'éloigne de la Révolution formellement. Et donc, on aurait pu considérer en 1799 que la Révolution française était un échec. Finalement, cette expérience pour pouvoir l'apprécier au mieux, il a fallu prendre un recul séculaire, un recul d'un siècle, voire de 2 siècles. Eh bien, il faut malheureusement, d'une certaine manière, avoir la même patience pour les processus qui sont nés un peu partout dans le monde, mais des processus qui sont réels en ce sens où ils sont fondés sur quelque chose de véritablement mobilisateur. Encore une fois, c'est une espèce de l'appel à la dignité individuelle et collective face aux conséquences des politiques néolibérales. Et je dis ça aussi non pas sur le ton du slogan, mais pour dire véritablement qu'on est dans l'histoire. De la même manière que les années 80 ont consacré la réussite du discours néolibéral dont la généalogie, naturellement, remonte au début du XXe siècle et avec une cristallisation dans les années 70, mais sa consécration politique, il a fallu attendre l'accession au pouvoir du couple Reagan-Thatcher. Eh bien, là, on est enfin en train de basculer dans une réaction à ces politiques néolibérales, avec ces mobilisations qui sont par-delà les différences culturelles et nationales, se rejoignent à travers, encore une fois, la volonté de remettre en cause les conséquences des politiques libérales. Je le dis d'autant plus que, pour reprendre l'exemple originel, entre guillemets, des soulèvements des populations arabes, on ne l'a pas assez souligné en 2010-2011, ces sociétés, ces pays vivaient précisément l'application des politiques de privatisation des secteurs publics, de démantèlement de l'appareil d'État, bref, les politiques ou bien dictées par le FMI ou bien dictées par les idéologues néolibéraux des démocraties occidentales, et le cas égyptien du régime de Hosni Moubarak ou encore le cas du régime tunisien de Ben Ali sont l'illustration même de l'expérimentation des politiques néolibérales, avec les conséquences qui sont le creusement des inégalités, l'explosion même des inégalités et l'absence de perspective d'insertion sociale pour une population particulièrement jeune. Bref, on est au-delà des différences culturelles et nationales, encore une fois, au cœur d'un mouvement, d'une séquence historique qui est une réaction aux politiques néolibérales. Un dernier mot pour illustrer l'espèce de séquence qui continue, et l'image peut-être de l'onde de choc qui est née en 2010-2011, c'est l'exemple libanais. Au Liban, au-delà derrière l'accident, derrière l'incident, derrière la catastrophe qui a eu lieu à Beyrouth, il y a eu avant, déjà, depuis quelques mois, plus d'un an, un mouvement social et politique extrêmement important, mobilisant précisément la notion de dignité, à telle enseigne, à tel point que ce mouvement tendait et continue à dépasser finalement ce qui structure officiellement et formellement et dans notre imaginaire collectif le Liban, la société libanaise et l'État libanais, à savoir une structuration fondée sur les clivages communautaires et confessionnels. Eh bien, la force de ce mouvement, cette réaction finalement à une élite à la fois corrompue corrompue et incapable de porter un quelconque projet national, cette réaction-là, elle est portée par des Libanais qui sont mus finalement par une idée de la nation et de l'intérêt général. Peut-être un dernier mot, William. Un dernier mot parce que Roberto Romero a fait une analogie qui pouvait apparaître comme, audacieuse entre le mouvement antiraciste noir aux États-Unis et non pas la récupération, mais la mobilisation de ce mouvement par d'autres mouvements en Amérique du Sud, notamment au Chili. Eh bien,
Je donnerai un autre exemple qui est exactement dans la même veine, c'est qu'en Palestine actuellement, il y a une confrontation entre la vieille génération au pouvoir de l'autorité palestinienne et la nouvelle génération. Et la nouvelle génération est en train de faire un choix historique qui est celui d'abandonner l'option des deux États, non pas par idéal, mais par pragmatisme, mais en voulant donc, en optant pour l'option d'un État binational, qui serait mu notamment par le discours anti-raciste et antidiscriminatoire, et en se fondant notamment sur le mouvement né aux États-Unis. C'est dit officiellement, et c'est assez spectaculaire d'entendre des jeunes Palestiniens engagés dans la vie politique essayer de dégager des solutions en s'inspirant de réalités complètement étrangères a priori, et qui se rejoignent malgré tout à cause de problématiques communes. Alors, Léna Lévinas voulait réagir. Ensuite, je céderai la parole encore au public s'il y a des questions. Bon, je voulais juste réagir à ce qu'a dit Bélic au sujet du mouvement palestinien. Je voulais rappeler qu'avant les Black Lives Matter, on a eu les Black Panthers. Et les Black Panthers se sont drôlement inspirés, n'est-ce pas, de la lutte des Palestiniens. Il faut lire ce qu'a écrit Angela Davis pendant longtemps, même dans sa formation, comment, avec Frantz Fanon et avec justement la trajectoire des Palestiniens, il y a eu toujours une présence très proche, une identification entre le mouvement noir américain, la radicalisation du mouvement noir américain et la radicalisation des Palestiniens pour le droit à leur terre. Ce n'est pas nouveau, cela vient des années 60 en fait, depuis très longtemps, et ça ne fait que démontrer que c'est par vagues, par des espèces, n'est-ce pas, d'éruptions comme ça qui se remettent en place, qu'on retrace en fait une trajectoire qui est une trajectoire, encore une fois, marquée par des années de colonisation, d'invasion, de violence. Et c'est ça qu'on est en train, tous ensemble, de réagir à ça. Je pense que c'est important de le rappeler parce que ce n'est pas vraiment nouveau. C'est la trajectoire du mouvement le plus radical noir aux États-Unis, qui était les Black Panthers, qui a toujours été proche justement du mouvement palestinien de résistance. Merci pour ces éléments. Une question de Grégory. Comment peut-on inscrire le mouvement des Anonymous dans ce type de dynamique, dans ces tendances lourdes? Parce que ce sont vraiment des tendances lourdes, j'insiste dessus. Il y a même, pour compléter la série des révoltes, on pourrait même inscrire ce qui s'est passé en Iran en 2005 aussi, hein, la révolution verte. Peut-être quelques mots sur les Anonymous, quelqu'un? Roberto? Oui, je ne vais pas répondre spécifiquement sur les Anonymous parce que je pense que ça participe globalement, me semble-t-il, d'une volonté de trouver des chemins de révolte qui aient une certaine efficacité. Et on voit bien que, je le dis autant pour moi, parce que je suis membre d'un parti politique, la lourdeur, l'incapacité parfois, l'incapacité à pouvoir être opérant dans une certaine immédiateté pour des partis politiques, amène toute une partie de la population qui n'a pas forcément les codes, qui ne veut pas forcément d'ailleurs partir dans un cadre qui soit trop contraignant, pouvoir participer à la vie civique. Et ça a été un moyen, me semble-t-il, de pouvoir le faire. Et c'est aussi une manière de pouvoir montrer en quoi est-ce que les gens sont en désaccord. Alors, je ne pense pas que ce soit tel que ça a été construit fut un temps, un élément forcément constructif, propositionnel, mais qui s'implique et s'intègre dans un mouvement, je dirais, de résistance au modèle que nous avons. Alors, est-ce qu'on peut considérer que ça participe d'un mouvement de désobéissance civile claire? Oui, enfin, c'est dans ce cadre-là, en fait, en tout cas, que je l'entends, puisque
on voit bien qu'il y a un lien également entre la désaffection du vote et de la participation démocratique et l'émergence de mouvements de résistance. Des Anonymous en sont un certain nombre. En France, on a le Robin des Toits sur la question des antennes relais. On a les collectifs qui éteignent les enseignes lumineuses, etc. Bon, chacun est dans son élément sectoriel. D'ailleurs, ça a été à une échelle plus large, je pense que Léna le confirmera, au Brésil, avant l'avènement en fait, d'une force plus importante et plus fédératrice, il y a beaucoup eu au Brésil, mais également dans d'autres pays latino-américains, des mouvements sectoriels. Ça a été les mouvements des migrants, les mouvements des sans-terre, les mouvements qui étaient en fait dépossédés de tout et qui se sont progressivement agrégés pour pouvoir ensuite porter des éléments plus importants. Mais ce qui me semble important également, c'est que cette question des Anonymous, cette question des réseaux sociaux et globalement la question des nouvelles technologies aujourd'hui dans l'agrégation des luttes et la convergence des luttes à travers le monde est fondamentale. Et là, je reprends une thèse qui n'est pas la mienne, hein, qui est celle du professeur Bertrand Badi, qui est de dire le problème aujourd'hui de la mondialisation, c'est que on nous l'a imposé comme une mondialisation libérale et que nous avons été incapables nous-mêmes de faire une proposition de mondialisation qui soit une mondialisation de progrès. Et ça a eu deux effets. Un, nous faire perdre pour beaucoup des mouvements de progrès la dimension internationaliste, qui était, je dirais, l'essence même du mouvement humaniste, des mouvements progressistes, des mouvements socialistes, parce qu'ils étaient basés sur l'égalité de l'être humain. Et ça a eu un contre-coup, c'est que certains mouvements progressistes de gauche ont commencé à se fermer sur eux-mêmes et à avoir des relents nationalistes dans ce qu'ils portaient, rejetant la question de la mondialisation en bloc, comme si elle n'était qu'un élément de recul et un élément régressif, ce que non seulement je ne partage pas, mais ce que je combats, parce que je pense que nous n'aurons de victoire dans le monde tel qu'il est aujourd'hui que lorsque nous aurons des avancées et des combats globaux. Merci pour ces éléments. Grégory réagit en disant que ça ressemble à une définition des luttes anarchistes. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir dans le public, poser des questions? Bon, alors peut-être que moi j'en ai une pour les intervenants. On est dans des processus révolutionnaires, certains ou moins révolutionnaires, mais néanmoins se pose la question du débouché politique. Le mouvement des 15 de Mayo en Espagne a débouché sur Podemos. En Grèce, on a eu Syriza, avec plus ou moins de bonheur, puisque aujourd'hui, même ce parti politique est remis en question. Comment d'autres mouvements contestataires et d'autres révoltes peuvent déboucher? Se pose la question du débouché et du support politique. Voilà, je souhaitais vous entendre là-dessus parce que ça me semble important aussi d'avoir une perspective. D'autant par ailleurs que moi je prenais l'exemple de la révolution, du mouvement révolutionnaire iranien de 2005, la révolution verte, et ça n'a pas abouti parce qu'il n'y a pas eu de débouché politique ou d'une impossibilité en tout cas d'aboutir à une alternance, sachant que même les réformistes avaient finalement fini par être réprimés. Bélir peut-être? Ou allez, Léna Lévinas, allez. Non, pas ça. Non. Bélir, laissez Bélir commencer, c'est pas un problème. Très bien, je serai court alors. Non, juste pour répondre à ta question, William, premier élément, ne pas omettre le fait que le plus souvent, ces mouvements sociaux sont confrontés à des pouvoirs autoritaires qui n'hésitent pas à utiliser la répression. Et la répression en tant que telle constitue un obstacle. Elle est là pour neutraliser un mouvement. Donc, ne pas sous-estimer ce que représente la répression
Et on a l'exemple chinois actuellement à Hong Kong, parce qu'on ne peut pas dire que les Hongkongais ne se sont pas mobilisés. La mobilisation à Hong Kong m'a impressionné par sa vitalité, par son ardeur. Et pourtant, la ténacité du pouvoir chinois semble finalement avoir le dernier mot. Donc, il faut ne pas sous-estimer ce que signifie un pouvoir autoritaire qui use de la violence, pas forcément légitime, à l'encontre de sa propre population. On pourrait également citer naturellement l'exemple syrien où on l'oublie trop souvent. Avant la guerre, il y avait un mouvement complètement pacifique, un mouvement de la population civile totalement pacifique qui a basculé dans la violence parce que précisément le régime en place n'a pas hésité à user de la violence. C'est lui qui a donné le là et qui a fait couler le sang. Deuxième élément de réponse à travers l'exemple tunisien, mais on pourrait donner d'autres exemples, y compris occidentaux, voire peut-être même européens. C'est le fait que ces mouvements parfois aboutissent à des impasses politiques au sens classique du terme, c'est-à-dire l'incarnation du pouvoir ou l'exercice du pouvoir par une majorité démocratiquement élue, mais malgré tout avec un pouvoir incarné par des forces, ou plutôt une entité de nature technocratique. Et ça, c'est une option qu'on a vu se multiplier au cours ou au terme d'un certain nombre de crises. Là, il y a encore quelques jours, le nouveau gouvernement qui a été nommé en Tunisie est un gouvernement technocratique, donc près de 10 ans après la Révolution. Et en dépit de l'organisation d'élections législatives libres et pluralistes, il a été pratiquement impossible de se dégager de la crise politique, si ce n'est qu'en recourant à cette option qui est la formation d'un gouvernement de nature technocratique au sens de neutre, au sens de membres non partisans. Bon, c'est quelque chose à retenir parce qu'en fait, c'est une option qu'on a vue également en Italie. Rappelez-vous, l'Italie, il y a à peu près 5-6 ans, lorsqu'elle était confrontée elle-même à une crise économique et financière, a opté pour la mise en place d'un gouvernement technocratique dirigé par un ancien membre de la Commission européenne, etc. Et cette option-là, elle a concerné pour le coup une vieille démocratie européenne avec des pratiques qu'on connaît, mais dont on a vu finalement à la fois les fragilités et les impasses eu égard à la crise de l'époque. Et même chose, on pourrait citer également l'exemple grec, même si en pleine crise, c'est toujours un gouvernement ayant une légitimité démocratique à exercer le pouvoir, il a malgré tout été accompagné d'entités technocratiques de nature internationale et européenne pour accompagner finalement à la fois la crise et la contestation du pouvoir national grec. Bref, tout ça pour dire que la crise démocratique qui accompagne ces mouvements peuvent aboutir finalement à des entités, à des gouvernements dits technocratiques. Derrière la notion de il y a vraiment une attention à porter sur ce. Je crois qu'on a un petit problème technique, un décalage. Oui, entre... Bon. Ça peut aider. Léna... Oui. Besoin. Allô? Allô, oui, je précise juste, si ça recommence, ça peut être une bonne idée de couper la vidéo pour garder le son, pour qu'il soit meilleur. Voilà. Bien. Léna Lemina, vous voulez prendre la parole? Oui, je voulais revenir donc sur ce que vous avez dit, William, sur les mouvements révolutionnaires que l'on connaît en ce moment. Ce qu'a dit aussi Béli sur les régimes autoritaires. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, je reviendrai, c'est une question posée par Mike au sujet de la nouvelle question sociale, n'est-ce pas, qu'on a au XXIe siècle. Parce que je pense qu'elle n'a pas été assez traitée. Donc, je crois qu'il est vrai, on voit de plus en plus ces mouvements de révolte, de radicalisation,
Donc, je crois que la radicalisation, il faut la comprendre qu'elle existe d'un côté, mais d'un autre côté, il y a aussi une immense, une profonde indifférence de la part des gens qui aujourd'hui décident, comme en France aux dernières élections, mais pas seulement, de ne pas aller voter. Il y a aujourd'hui des gens qui ne croient plus dans la démocratie représentative. Il y a des gens qui pensent que tout est pareil, que ce qu'ils font, ça ne sert à rien. Ils ont milité dans des partis de gauche. Maintenant, ils pensent que tout est pareil, tout est le même. Donc, il y a quand même, n'est-ce pas, un dysfonctionnement des régimes démocratiques, n'est-ce pas, où la participation des gens, quand elle est demandée, n'est-ce pas, elle est demandée juste au moment du vote, et même pas aux États-Unis, parce que nous savons qu'aux États-Unis, il y a plusieurs minorités, non seulement les latinos, mais aussi les noirs, qui n'arrivent même pas à s'inscrire dans les listes électorales pour aller voter, ce qui est quand même incroyable que cela se passe, n'est-ce pas, au XXIe siècle dans le pays, dans une des plus grandes démocraties du monde. C'est une folie complète. Mais voilà, donc, il y a un processus d'inclusion qui s'est fait par la marchandisation de la vie. Tout le monde aujourd'hui a un compte bancaire, tout le monde aujourd'hui a au moins, n'est-ce pas, un minimum social qui lui permet de vivre, qui lui permet aussi, n'est-ce pas, de payer certains comptes. Partout dans le monde, aujourd'hui, il y a 2,5 milliards de personnes dans le monde en développement, qui touchent un minimum social qui peut varier par an entre $30 et $170. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un processus d'inclusion massive dans l'économie de marché, une économie aujourd'hui financiarisée, et qu'en même moment, n'est-ce pas, la participation politique qui est tant nécessaire et qui est attendue, elle s'érode. Il y a une érosion de la démocratie qui fait que d'un côté, il y a des révoltes, ça explose, et de l'autre côté, il y a l'indifférence. Les gens croient que tout ce qu'ils font, ça ne sert à rien, ils sont tous pareils, parce qu'on n'arrive pas à promouvoir une rupture, n'est-ce pas, qui permette de faire affleurer vraiment une société fondée sur des rapports sociaux plus égalitaires. Donc, je crois qu'il est très important de mettre en relief aussi cette dimension, une certaine, n'est-ce pas, un certain cynisme qui s'est mis en place et qui a aussi le reflet de cette société néolibérale, qui a été une société très individualiste et individualisée, n'est-ce pas? Si vous réussissez, c'est parce que vous êtes très fort, voilà, c'est votre mérite. Et si vous ne réussissez pas, c'est votre problème, c'est que vous n'avez pas fait les bons choix, etc., etc. Donc, il faut comprendre quand même qu'il y a les gens se sont distancés, n'est-ce pas, se sont éloignés de ce qu'on appelle, disons, les institutions qui font fonctionner la démocratie. Et ce dysfonctionnement de nos démocraties, je crois, est extrêmement pernicieux parce que ça fait que les gens se disent, bon, on a déjà vu tout ça, ça fait 50 ans qu'on est là sur la route et les choses ne changent pas vraiment, n'est-ce pas? Donc, ça d'un côté. Donc, il ne faut pas seulement mettre en valeur les révoltes. Je crois que les révoltes sont l'expression d'une part de la société, peut-être ceux qui sont les plus défavorisés, mais il y a aussi les classes moyennes, qu'aujourd'hui, il faut toujours en parler au pluriel parce que leur diversité est gigantesque dans le monde, n'est-ce pas? Göran Terman vient de publier un très bel article dans New Left Review de ce mois-ci qui s'appelle « Les classes moyennes globales », n'est-ce pas? Parce que partout aujourd'hui dans le monde, tout le monde se revendique de la classe moyenne, qu'il en fasse partie ou pas. Parce que nous sommes tous aujourd'hui… Puis me permettre, Léna. Pardon? Si je puis me permettre, les gilets jaunes, ce sont les classes moyennes qui sont en train de subir la relégation sociale et qui, pour beaucoup, s'abstiennent. Hein. Exact. Voilà, il y a un déclassement, tout à fait. Tout à fait, William. Donc, il y a un déclassement social. Les gens, n'est-ce pas, ils se sont érigés, ils ont fait des études, ils sont allés au marché du travail, ils se sont spécialisés, ils payent leurs comptes, ils empruntent. Tout le monde est endetté dans ce monde et en plus, ils sont déclassés. Donc, parce qu'il n'y a plus le marché du travail qui fonctionne. Donc, ils ne croient plus non plus aux règles qui sont les règles collectives qui font fonctionner la démocratie. Donc, je crois qu'il y a quand même une dimension nouvelle qui est très dangereuse, qui est cette dimension de l'indifférence, n'est-ce pas? Et c'est l'indifférence qui a mené quand même à l'élection de Bolsonaro, parce que vous savez, si Bolsonaro a été élu
avec 57 millions de voix et Fernando Haddad, qui était le deuxième candidat du Parti des travailleurs, a ramassé 47 millions de votes, il y a eu 37 millions de personnes qui se sont abstenues de voter dans un pays où le vote est obligatoire. Il faut aller voter et les gens ont voté blanc. Les gens ont détruit leur vote. Donc, il faut comprendre quand même que la plupart des gens étaient contre Bolsonaro. Mais cette indifférence, ce désir de manifester cette profonde insatisfaction, n'est-ce pas, on ne peut plus continuer comme ça fait qu'on a élu Bolsonaro. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important parce que sinon, tu sais, on peut revenir sur la question de Sartre, on a toujours raison de se révolter, sauf que la révolte en soi par rapport à vos... n'est vraiment pas suffisante. Et donc, pour revenir très rapidement sur la question qui a été aussi posée par Béli, la question de la dignité, et pas seulement la question de classe, mais on ne peut pas séparer l'une de l'autre, n'est-ce pas? Parce que les déclassements sociaux qui vivent les classes moyennes est un reflet de l'impossibilité de reproduction matérielle des conditions de vie. Les vies ne se reproduisent plus. On travaille 50 heures, on travaille beaucoup et on est endetté, on n'arrive pas à arriver à la fin du mois, bon, on est en dette, il y a ce sentiment, n'est-ce pas, de frustration très profond. Et là, ça me fait penser qu'il faut quand même, sur ce qu'avait dit Michael, quelle est la nouvelle question sociale? Si on regarde les États-Unis, la dette des étudiants, ou aussi l'Angleterre ou le Brésil, n'est-ce pas, où il y a une dette des étudiants gigantesque, malgré le fait qu'ici, on ait aussi l'accès gratuit aux universités, c'est qu'il y a quand même une reproduction de la vie qui se fait de plus en plus par l'accès au marché financier. Les gens empruntent, et donc il faut comprendre ce que ça veut dire, cette dépendance et cette notion de dette qui est absolument ancrée dans l'insatisfaction qu'ont les gens aujourd'hui de se battre parce qu'ils ont tellement de choses à faire pour eux-mêmes, n'est-ce pas, pour mettre la tête, vous savez, en dehors de l'eau et survivre, que c'est difficile de le voir participer vraiment aux luttes. Et donc, l'indifférence, je pense, c'est quand même une gangrène qu'on a et sur laquelle il va falloir réfléchir. Merci Léna Lévinas. Vous avez une réaction qui vous concerne sur le chat. Et Bélir, vous souhaitez réagir à vos propos et ensuite je donnerai la parole à Roberto. Oui, juste pour ajouter un élément par rapport à, et dans la continuité de ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est que j'ai souligné la notion, l'idée de dignité. Il y a un autre mot-clé en fait dans nos échanges, c'est la confiance. C'est la confiance, c'est-à-dire que le manque de confiance et donc la défiance des peuples à l'égard de leurs institutions et de leurs représentants qui nourrit, c'est cette défiance qui nourrit la mobilisation également. Alors, faut-il s'en réjouir? Disons que là, on arrive à quelque chose de difficilement contrôlable dans la mesure où, une fois que le lien entre les citoyens et leurs représentants est rompu, c'est très difficile de le renouer. Ça suppose précisément l'inverse de la défiance, c'est-à-dire la confiance. Et comment retrouver la confiance? Eh bien, franchement, toutes les démocraties actuellement qui nous intéressent, qu'elles soient saisies par des mouvements sociaux ou qu'elles paraissent plus stables, sont en réalité toutes saisies par la question de la confiance démocratique. Je veux dire, les chiffres de l'abstention qui ont été cités dans le cas brésilien font également écho à des chiffres tout aussi, un peu moins catastrophiques, mais tout aussi saisissants dans le cas français. Je ne rappellerai pas les chiffres de l'abstention des élections municipales en France, les chiffres records, historiques, qui s'expliquent en partie par le contexte, certes, mais on pourrait remonter aussi aux dernières élections législatives, à l'élection présidentielle elle-même, qui nous permet de rappeler que l'assise électorale du président de la République en exercice est une assise assez légère finalement, près de 17% du corps électoral en réalité, si on s'en tient au score du premier tour. Et tout cela nourrit à la fois ou sape la légitimité démocratique des représentants et illustre finalement la crise de confiance qui explique un certain nombre des crises de nos démocraties, qu'elles soient occidentales ou non.
Et donc, on est tous confrontés à cette question de la confiance, sachant que les mots MAUX sont aussi communs. Si on n'a plus confiance, c'est essentiellement pour deux raisons. Première raison, c'est que les politiques ne font plus la démonstration de l'efficacité de leur action. Et deuxième raison, c'est qu'ils ne font pas non plus la démonstration de leur sens de l'intérêt général. À partir du moment où les représentants, même élus, ne font la démonstration ni de leur efficacité, ni de leur sens de l'intérêt général, là, le contrat social est rompu ou il tend à se rompre. Et à partir de là, on est tous confrontés à une sacrée équation qui est celui de renouer la confiance. Roberto, une réaction, je crois. Oui, bon, du coup, je trouve que le débat avance bien et que c'est plutôt très intéressant. Je ne voudrais pas laisser totalement en l'air Grégory qui posait la question sur la définition des luttes anarchistes, et je vais revenir à la question que William a posée. Je dirais, la question, les Anonymous et les réseaux sociaux, etc., participent effectivement à une vision un peu effectivement anarchiste. Mais Bélig le disait tout à l'heure, depuis les années 80, on est dans un modèle culturel où la question de l'individu prime, écrase totalement la question du collectif. Donc ça génère naturellement dans la société des individus qui veulent agir individuellement. Et les processus et les réseaux sociaux sont, je dirais, le champ le plus libre pour pouvoir agir. Et c'est un cadre qui peut être vécu comme un cadre libertaires, en sachant que les libertaires ne sont pas tous des progressistes. Il y a des visions qui peuvent être extrêmement complexes là-dessus. Alors, Bélig a parlé tout à l'heure également de la question de la violence. Oui, et la violence, elle existe. Et ce n'est pas qu'une folklorisation de ce que nous sommes là en train de représenter à travers le monde. Je veux dire, quand on regarde ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes, la violence est réelle. Je pense qu'il y a 20 ou 30 ans, on aurait trouvé totalement inacceptable tout ce qui s'est passé et on aurait eu des réponses qui auraient été d'une autre nature de la part des mouvements sociaux. C'est totalement inédit. Avant, on voyait des choses comme ça peut-être avant 81, où il y a eu après des réformes extrêmement fortes sur les questions des forces de l'ordre. Mais elle existe aussi de manière institutionnalisée, c'est-à-dire que on a Evo Morales qui a été victime, soyons lucides, d'un coup d'État, je dirais déguisé en réalité, et aujourd'hui il est recherché par l'État bolivien pour terrorisme et narcotrafic. Bon, voilà, donc on passe de président de la République à être un terroriste, comme ça invalide toute l'action qui a pu être faite, y compris historique, par ce personnage qui a été quand même extrêmement important, parce que c'est la première fois qu'une personne native, indigène, prenait la tête d'un pays qui a été sous le joug de l'occupation coloniale depuis quasiment le premier jour. Il suffit de lire Les veines ouvertes d'Amérique latine de Galeano, qui parle déjà au XVe siècle comment les montagnes en Bolivie changeaient de couleur tellement elles étaient occupées à enrichir les poches des marchands génois et d'une partie du trésor espagnol à l'époque. Et donc on a une disqualification à travers la violence et sans mesure, enfin sans absolument aucune nuance. Donc du coup on est dans quelque chose qui, comme le disait Léna, nivelle tout ce qui est fait. C'est-à-dire que tout est ramené à un même niveau, sans problématique et sans nuance réelle, et donc avec assez peu de possibilités d'ailleurs d'avoir un débat constructif. Maintenant, la question qui est posée par William, c'est celle de la question de la perspective et de débouchés politiques de toutes ces révoltes. Alors, Bélig a raison de dire qu'il faut de la confiance. Et la confiance, elle a été rompue. Elle a été rompue, nous, elle a été rompue en France, par le dernier quinquennat, où on attendait des choses et on a eu autre chose. Et que c'est très difficile. D'ailleurs, le principal parti à l'époque, pour l'instant, a quand même beaucoup de difficultés à se remettre de cette situation.
Et il faut également, me semble-t-il, de la crédibilité. Parce qu'il ne suffit pas de décréter le bonheur demain pour que ce soit possible. Et de ce point de vue-là, je pense que la confiance, elle est rompue parce que, je ne dirais pas forcément l'efficacité, c'est là où j'ai peut-être une nuance, c'est que, en fait, la démocratie doit pouvoir vivre à travers une alternance. Et pour qu'il y ait alternance, il faut qu'il y ait alter, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait autre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une autre politique possible. Et en Europe, on le sait bien, depuis un certain nombre de décennies, il n'y a pas eu d'autre politique possible. Et lorsque François Hollande arrive au pouvoir en France, ben, il ne met pas en place d'autres politiques possibles. Donc, quand il n'y a pas d'alternance, ça veut dire qu'il n'y a plus de choix. Et donc, quand il n'y a plus de choix, il n'y a plus de démocratie. Et quand il n'y a plus de démocratie, les gens ils disent à quoi ça sert d'aller voter. Et moi, ce qui m'inquiète le plus là-dessus, c'est que les intérêts des grands capitaux, des grands financiers, et je crois que Léna l'a dit, hein, enfin, aujourd'hui on est dans un monde financiarisé où c'est la finance qui commande, c'est la finance qui a le pouvoir, qui a concentré le pouvoir et qui en a dépossédé l'essentiel des hommes et des femmes politiques à travers le monde. Eh bien, eux n'ont pas forcément intérêt à la démocratie. Ils ont même intérêt à faire en sorte qu'on puisse se dire que ça ne fonctionne pas. Et malheureusement, je crois que c'est un processus qui est à l'œuvre, d'essayer de faire la démonstration chaque jour à la télévision, de dire « Ah, bah, de toute manière, ça ne sert à rien, les gens ne vont pas voter. De toute manière, qu'on vote pour un tel ou pour un autre, ça ne change pas grand-chose. » Et il est clair, et la démonstration a été faite, que le modèle libéral et capitaliste d'aujourd'hui fonctionne très bien sous un modèle autoritaire. Il fonctionne même peut-être mieux dans un modèle autoritaire que dans un autre type de modèle. Donc c'est ça qui m'inquiète. Alors, la perspective, ce à quoi, me semble-t-il, tous ces gens et le Festival des idées participent à ça, c'est à la construction de cet autre. Et je reviendrai, pour être schématique, si avant la chute du mur, il existait encore la gauche, la droite, ces perspectives, c'est qu'on se disait qu'il y avait quelque chose d'autre de possible. Depuis, on se dit que c'est quand même compliqué et qu'en fait, on n'a rien proposé d'autre. On n'a pas proposé d'autres alternatives et c'est ce nouveau paradigme, me semble-t-il, que l'on doit construire. Et le capitalisme a ramené une urgence particulière depuis les années 60-70, c'est la crise environnementale, la crise écologique que vit dramatiquement le Brésil et de manière très spectaculaire, mais que vivent en fait l'ensemble des pays à travers le monde, surtout ceux qui ont été les sources d'apport de matières premières, d'apport de terres rares, d'apport du sous-sol, d'apport agroalimentaire que sont en train de vivre les sociétés. Et c'est sans doute autour de ce lien fondamental entre les questions sociales et les questions écologiques et environnementales, parce qu'en Amérique latine, on le voit de manière extrêmement crue, c'est moins net en Europe parce que la situation est un peu différente, mais on voit bien, par exemple à travers l'exemple équatorien, que les populations qui à un moment donné se sont un peu désolidarisées de la politique qui a été menée par Rafael Correa sont bien été les indigènes, les populations qui étaient en lien avec la terre et l'agriculture pour dire qu'il faudrait préserver contre l'extractivisme, il faudrait préserver contre l'utilisation de l'agroalimentaire à travers uniquement une vision de marchandisation et d'exportation de cela. Et à mon avis, le nouvel équilibre et le nouveau paradigme doit être là. Et si on a un nouveau paradigme, si on a une nouvelle société à proposer aux gens, ben, la démocratie reprendra de la vigueur. Sinon, on est devant, à mon avis, un cadre extrêmement compliqué. Léna, quelques mots. Oui. Je voulais revenir sur ce qu'a dit Roberto, sur Morales et sur Correa. Et qu'est-ce qu'on voit dans les deux cas? C'est que leur arrivée au pouvoir a permis la mise en place d'une assemblée constituante pour redéfinir la notion même des droits de la société, des droits humains et des droits de la nature. C'était les deux pays qui ont innové à un tel point qu'ils ont reconnu qu'il y avait des droits dans la nature, qu'ils ont donné justement la possibilité, n'est-ce pas, de la consultation aux peuples indigènes pour qu'ils puissent décider
si oui ou non on devait permettre, par exemple, que les Chinois arrivent encore dans leurs terres avec leurs grands projets miniers d'extraction, etc. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ce n'est pas une perte de confiance, ils ont été trahis parce que justement, Morales comme Correa, ils ont abandonné leurs engagements constitutionnels, donc ils se sont mis, n'est-ce pas, contre la Constitution pour permettre justement aux grands intérêts économiques, etc., parce que justement, tout le monde a besoin de ressources fiscales, n'est-ce pas? Quand on est au pouvoir, on a besoin d'argent pour donner aux pauvres. Donc, on a commencé à faire des transferts monétaires, comme on fait partout, des minima sociaux pour donner aux pauvres, alors que les gens ne veulent pas de l'argent uniquement. Ils veulent une eau propre, ils ne veulent pas une eau qui soit mêlée au mercure, n'est-ce pas? Parce qu'on sait à quel point les populations indigènes en Équateur et en Bolivie, n'est-ce pas, ont des maladies aujourd'hui, les enfants qui naissent avec des problèmes de santé extrêmement graves à cause de ça. Donc, ils ont trahi leurs propres engagements, ils se sont coupés des droits constitutionnels et après, on se surprend qu'ils aient perdu le soutien des populations amérindiennes qui les ont apportés au pouvoir et aussi d'autres secteurs sociaux. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est dans quelle mesure ce pouvoir financier, n'est-ce pas, cette mondialisation a, disons, rétréci le champ démocratique, a même renversé des conquêtes si importantes qui ont été acquises, comme par exemple redéfinir les termes d'une constitution. Ça, c'est du jamais vu en Amérique latine. On croyait que finalement, on allait justement lutter contre le colonialisme. Et maintenant, qu'a fait par exemple Correa en Équateur? Il a décidé de laisser, au lieu de consulter les communautés indigènes, les peuples amérindiens sur le droit d'usage de leurs terres, il a décidé qu'on pouvait faire entrer les grands projets miniers et autres. Donc, je pense qu'il est important de voir à quel point nous sommes dépossédés même des droits constitutionnels. Donc, en ce moment, c'est vraiment la loi du plus fort, c'est la violence. Et là, pour finir, pour revenir sur la question justement qu'on voit maintenant aux États-Unis, n'est-ce pas? Il faut comprendre que ce n'est pas seulement que la violence, la répression s'est accrue, parce que c'est de ça dont je parlais au départ. Plus de révolte, ça veut dire plus de répression et plus de résistance. Mais c'est que la résistance, elle mène à l'assassinat. Donc, aux États-Unis, n'est-ce pas, sur les 15 000 personnes assassinées par an, 45% sont noirs. Au Brésil, sur 58 000 personnes assassinées par an, 75% sont des Noirs et des jeunes. Donc, et qu'est-ce qu'on fait au Brésil et aux États-Unis? On libère le port d'armes. Donc, aujourd'hui au Brésil, depuis que Bolsonaro est arrivé, on a libéré le port d'armes, on a multiplié par 3 l'achat des munitions. Avant, les gens pouvaient acheter 200 balles par arme. Maintenant, ils ont le droit d'avoir 4 armes. Ils peuvent acheter 600 balles par arme. La munition a été multipliée, le droit d'achat de munitions. Comment voulez-vous qu'on résiste, qu'on aille dans la rue? Et c'est ce qu'on est en train de voir aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Les gens vont dans la rue, vont manifester, ils se font tirer dessus, ils se font tuer. Parce que ceux qui arrivent, qui sont dans l'autre camp, ils arrivent armés. Au Brésil, le nombre d'armes aujourd'hui reconnues par la police militaire, disons de façon légale, c'est 1,1 million. Avec la flexibilisation du droit de port d'armes au Brésil, on s'attend à ce que 7 millions d'armes illégales, d'armes à feu illégales, soient légalisées. Donc, la question qui se pose est comment peut-on manifester? Parce que manifester, résister, ça veut dire pas seulement être réprimé, comme on a vu maintenant en Biélorussie, etc., mais plus que ça, risquer la mort, comme nous voyons tous les jours pour ce qui est des minorités ethniques, pour les défenseurs de l'environnement, etc. Donc, je crois que c'est très inégal ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et donc, les chances que ces révoltes puissent vraiment mener à des changements structurels, parce que c'est ça qu'on espère, n'est-ce pas? Qu'il y ait vraiment une transformation sociale en profondeur, une transformation économique, il faut repenser à quel point cette violence qui est exercée, n'est-ce pas, par l'État, il faut que cela ait des limites et je ne sais pas si on change, compte tenu de la faiblesse du multilatéralisme en ce moment, en raison de Trump, si Trump est réélu, ça va être encore pire, n'est-ce pas? On sait ce qui nous attend.
Donc, je pense qu'on est vraiment, vous savez, à un moment où il y a tellement de questions qui sont complètement intégrées et qui sont dépendantes l'une de l'autre, qu'il va falloir avoir une perspective beaucoup plus vaste et chercher des alliances à l'échelle internationale, etc., pour faire face à tout ce qui se passe. Parce que le prix à payer pour ceux qui osent réagir, c'est pas seulement plus de répression, c'est non seulement plus de répression, mais c'est aussi le risque de mourir et que ça reste comme ça et que, bon, on oublie après par la suite parce que c'est le risque que nous prenons tous quand nous ne sommes pas d'accord avec un gouvernement qui est élu démocratiquement, comme on dit, entre guillemets. Merci Léna Lévinas, merci Roberto. Est-ce que le public a une question ou d'autres questions, des réactions peut-être? Non? Bon, alors on va peut-être faire un petit tour de table conclusif pour terminer ce débat. Notamment, moi, je retiens la question du contrat social qui est rompu. Je pense que c'est une notion qui est importante, rompu à un moment où ce contrat social est en cours de redéfinition, c'est-à-dire qu'il y a des questions de revendication en termes d'inclusion, il y a la transition écologique qui aussi génère des tensions, et notamment sur les questions sociales, sur cet angle-là. Bélir, peut-être? Oui, en effet, on en revient en fait, si on veut terminer sur l'idée de contrat social, effectivement, on en revient à cette idée de confiance. Moi, ce que je trouve intéressant, pour conclure, hein, premièrement, c'est vraiment l'idée de processus. On est dans une séquence historique, on n'est pas dans un moment qu'on pourrait réduire à l'année 2020. On est vraiment dans une séquence longue de réaction à une autre séquence qui elle-même était relativement longue. Donc il faut mettre tout cela en perspective historique et politique et suivre ce mouvement tout en tentant de le décrypter au mieux. Et l'autre, tout en mettant tout cela en perspective et en regardant l'avenir, ce qui est intéressant aussi, c'est de souligner combien finalement des thématiques tout à fait fondamentales de ce qu'on appelle la démocratie refont surface avec force à l'occasion de ces mouvements. Je pense notamment à l'idée de corruption. Vous avez le phénomène de corruption qui est extrêmement complexe et qui se traduit de manière très différenciée, différentes formes dans tous les pays. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un mal politique qui a été identifié par les citoyens comme étant une source de la rupture de confiance. Et on retrouve l'idée de représentants corrompus dans tous les slogans des mouvements qui nous intéressent. Hein, alors même qu'encore une fois, personnellement, je suis tout à fait conscient de la grande diversité des cas, des situations nationales, des sociétés, de leurs grandes différences. Il n'empêche, on avait cité au début l'idée de dignité qui avait été mobilisée. Il y a aussi la mise en accusation à travers l'idée de corruption. Et donc, pourquoi je parle de la corruption pour conclure? Encore une fois, c'est pour dire qu'on en revient à ce qu'est la démocratie fondamentalement, puisque au moment où elle a été pensée, avec les philosophes grecs, finalement, la question de la corruption s'est d'emblée imposée, notamment comme le spectre qui plane de manière ontologique sur toute démocratie. Et pour relativiser tout cela, d'une certaine manière, on n'est toujours pas sorti de cette équation, alors même qu'elle est à la fois théoriquement et bien identifiée. Et pourtant, on reste confronté à ce phénomène-là. Roberto, quelques mots de conclusion? Oui, écoutez, l'an dernier, en fait, il y avait un anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et j'écoutais dans une émission sur une radio nationale qu'on a interrogé une Allemande de l'Est, en fait, qui disait vraiment, ça a été un moment formidable.
C'était un moment formidable parce qu'on a couvré la liberté, on a revu de la fête des familles, etc., etc. Mais il disait aussi, en même temps, il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que il y avait des problématiques que nous n'avions pas et que nous avons découvertes. Il disait par exemple la question de l'égalité homme-femme dans le travail. En Allemagne de l'Est, on était homme ou femme payé la même chose. Alors pourquoi je dis ça? Ça a l'air anecdotique. Mais parce qu'on voit bien que dans la fureur des mouvements, dans la chaleur de l'action, on s'est totalement dispensé de l'analyse de ce qui a été cette guerre froide entre l'individualisme d'un côté et le collectivisme de l'autre, pour en tirer les éléments d'enseignement des uns et des autres. Et ce que je voudrais, pour conclure, dire, puisque Léna l'a indiqué tout à l'heure, Morales et Correa, en effet, se sont dédits de leurs engagements. C'est ce qui a d'ailleurs été un élément de justification, même si on peut en débattre, mais ils se sont dédits. Mais ce qu'il ne faut pas, me semble-t-il, parce que le camp du progrès a beaucoup eu cette tendance, c'est de penser que les idées pour lesquelles on se bat n'existent plus parce que certains les ont dévoyées. Si elles n'ont pas pu être mises en œuvre, ces idées d'égalité, ces idées de fraternité, ces idées de liberté, ben c'est parfois parce que des individus ne vont pas au bout du processus. Et ce n'est pas tout à fait pareil que de dire ça n'a pas marché, donc ça ne marche pas. Parce que sinon, là, les alternatives deviennent compliquées et alors ça a été un mouvement en Amérique latine important dans les années 60-70, que l'on a un peu oublié, c'est qu'on se proposait de changer l'homme pour changer la société. Et je pense que cette question-là, alors à l'époque on appelait ça l'homme nouveau, alors en Europe ça a une autre connotation, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, mais l'idée était qu'il fallait à un moment donné penser à se réformer pour pouvoir réformer la société, et non pas simplement réformer les structures pour changer la société. Voilà. Le meilleur pour la fin, Léna Lévinas, quelques mots de conclusion. Merci. Bon, d'abord, je voulais remercier les collègues. J'ai appris beaucoup. C'est toujours bien de pouvoir discuter, n'est-ce pas, parce que ça nous permet d'organiser nos idées aussi. Je voulais revenir sur la question de la corruption qui a été mentionnée par Béli. Vous savez, je pense que si on ne met pas fin au capitalisme, la corruption sera toujours là. Donc, c'est impossible de dissocier corruption et capitalisme. Sinon, on pense que toujours le problème, c'est la corruption. Pourquoi on a élu Bolsonaro au Brésil? Parce que la crise économique dans laquelle était le pays depuis 5 ans a été associée. Il n'y a pas de fonds, l'État n'a plus d'argent, n'est-ce pas? On ne peut pas financer la sécurité sociale, on ne peut plus payer les retraites, ce qui n'est pas vrai, parce que c'est cette idée que l'État dépense trop, l'État dépense mal. Ah, mais voilà, ça c'était dû à la corruption du Parti des travailleurs, alors que la corruption au Brésil, ça vient depuis l'époque coloniale, comme dans toute l'Amérique latine. Et comme quand on va aux États-Unis, on voit que Trump est absolument corrompu, qu'il y a d'autres gouvernements où il y avait de la corruption, où les banques, elles sont toujours en train d'avoir des bail-out quand il y a des grosses crises financières. Ça, c'est de la corruption, parce qu'on prend l'argent du peuple, n'est-ce pas, qui paye des impôts pour sauver les banques, parce que c'est too big to fail. Et en ce moment, il y a plein de familles aux États-Unis qui sont en train d'être virées de leurs appartements parce qu'elles n'arrivent pas à payer leur loyer, n'est-ce pas? On leur donne de l'argent pour qu'elles aient à manger, pour qu'elles remboursent en partie les dettes qu'elles ont vis-à-vis des banques, mais elles sont, c'est ce qu'ils appellent evictions. Tout le monde est viré, tout le monde est dans la rue, et donc c'est gravissime ce qui se passe aux États-Unis. Donc, je ne pense pas que la corruption soit le problème, parce qu'il ne faut pas croire que c'est la corruption qui fait qu'il y a un usage de la corruption par la droite, par l'extrême droite, alors qu'ils sont responsables. Et pour changer la corruption, pour mettre fin à la corruption, il faut quand même au moins avoir
ce qu'on avait avant, n'est-ce pas? La corruption, elle a augmenté. Oui, elle a augmenté. Elle est plus évidente, oui. Parce que c'est le capitalisme financier. Aujourd'hui, n'est-ce pas, les actifs et la richesse financière, elle est 5 à 6 fois plus importante que le PIB mondial, que le PIB mondial. Donc, il faut quand même savoir qu'on parle, n'est-ce pas? Il y a des richesses qui se font du jour à la nuit et c'est uniquement des titres, n'est-ce pas? Des choses qui ne sont pas ni même matérielles et qui donnent aux gens un pouvoir extraordinaire au niveau même de la prise de décision. Donc, ça, je crois que c'est important de dissocier la question de la corruption parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Et finalement, je voulais revenir sur ce qu'a dit aussi Roberto, sur la question, n'est-ce pas, de ce qui se passe au niveau du contrat social. Et par exemple, il a cité le rapport homme-femme de l'Europe de l'Est. Bon, ce qu'on sait, c'est que de toute façon, les femmes avaient droit à l'avortement, les salaires étaient salaires égaux, mais la division du travail n'était pas la même. Il y avait le patriarcat de la même façon, comme ça continue d'exister. Et qu'est-ce qu'on voit? Quel est le mouvement social qui a le plus révolutionné le quotidien, les rapports de force dans nos sociétés? Quel est celui qui a vraiment achevé des transformations profondes? C'est quand même le mouvement féministe, un mouvement qui ne cherche pas à prendre le pouvoir, n'est-ce pas? Un mouvement où il n'y a pas les cerveaux, donc c'est un mouvement acéphale, parce que personne n'est propriétaire du mouvement. C'est un mouvement qui se traduit maintenant par le pluriel, les féminismes, on ne parle pas d'un féminisme, il y a des luttes intestines terribles, mais ça progresse. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre à quelle échelle aujourd'hui il est possible d'avoir des réels changements structurels. Et d'après mon expérience comme féministe, tout en étant économiste et originaire d'un pays du tiers-monde, n'est-ce pas, d'un pays en développement, où les contradictions sont très dures et où il est difficile parfois de vivre, n'est-ce pas, les privilèges qu'on a. Même si je suis salariée, classe moyenne, je suis extrêmement privilégiée au Brésil parce qu'en étant professeur universitaire, je fais partie des 3% les plus riches d'une population de 210 millions d'habitants. C'est pour vous dire l'ampleur des contradictions que l'on vit dans notre quotidien. Mais qu'est-ce qui a le plus changé ma vie? C'était le mouvement des femmes. C'était cette capacité, n'est-ce pas, d'intégrer dans le quotidien, d'exiger la fin de la violence, de dénoncer la violence, de voir qu'il y a des harcèlements qui sont quotidiens, de voir qu'il y a toujours un pouvoir patriarcal, n'est-ce pas, qui se sert du corps des femmes, qui veut empêcher les femmes de choisir ce qu'elles veulent, comment elles veulent vivre leur vie. Ce n'est pas seulement au niveau du marché du travail, n'est-ce pas? C'est le partage des tâches domestiques qui n'a pratiquement pas évolué au cours des dernières années. C'est la façon dont l'État, les allocations, n'est-ce pas, de budget, elles ne se font pas en faveur d'une égalité plus grande entre hommes et femmes, même au niveau de la santé, parce qu'à la fin, c'est les femmes qui s'occupent des personnes au niveau du care, n'est-ce pas, etc. Donc, c'est pour vous dire que je pense que ce qui va nous permettre de changer notre quotidien, c'est ce que font les Amérindiens, c'est ce que font les Noirs, c'est revendiquer que les choses changent d'un quotidien à leur échelle. Et c'est une nouvelle démocratie qui se fera à la base, n'est-ce pas, qui doit être comprise par les partis politiques qui ont un certain mépris, n'est-ce pas, des choses locales. Et moi, je peux le dire moi-même, parce que comme économiste, j'ai une tendance à avoir une vision plus générale et macro des choses. C'est les transformations qui se font à l'échelle, pas individuelle, n'est-ce pas, mais des intérêts de chacun et qui garantissent une plus grande participation, une plus grande égalité, qui vont permettre que nous, disons, la fondation d'un nouveau contrat social. Parce que le contrat social, c'est plus le contrat de lutte contre la pauvreté comme c'était avant ou des droits des travailleurs, c'est autre chose, beaucoup plus complexe. Et je pense qu'il ne pourra émerger, non pas comme Bismarck l'a fait quand il a créé l'État allemand, mais ça va être bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut, parce que sinon, ça ne se fera pas. Merci. Merci Léna, merci Roberto, merci Bélir, merci Michael et Grégory pour leur réaction et d'avoir structuré le débat. Voilà, on va le clore sur ces mots et je vous invite à suivre le débat que nous allons animer avec Bélir sur la souveraineté qui s'inscrit un peu dans le sillage de celui-ci. Bonne soirée à tous. Merci. À bientôt. Bonne soirée à tous. Merci.